Bonjour à tous, il s'agit de la correction de la série 2 de module mécanique des solides concernant le chapitre des torseurs. Donc avant de répondre aux différents exercices de la série, je vais commencer par un petit rappel que j'aurai l'occasion d'utiliser de cours. Et donc ce qu'on appelle un torseur, c'est un ensemble formé d'un champ de vecteurs équiprojectifs, ça veut dire antisymétrique, et de sa résultante R. Donc le torseur, il peut prendre plusieurs notations, le noté, taux, OH. Donc il a une résultante générale et à un moment au point au n'importe. Donc le R, ce n'est autre que la résultante de torsion, on l'appelle la résultante générale. Et le T au point O, H, le point O, le moment au point O de torseur au point O, on l'appelle le moment ou le champ au n'importe. Donc H, O et R sont ce qu'on appelle les éléments de réduction de torseur en haut ou les coordonnées normalement vectorielles de torseur taux en haut. Et par conséquent, puisque mon champ il est équiprojectif, ça veut dire antisymétrique, autrement dit, il existe AR tel que soit P point de l'espace affine, ce que le moment au point P, c'est autre que le moment au point O plus R vectoriel OP. Et donc, on va voir un deuxième rappel concernant normalement les torseurs en général, à savoir dans ce cas-là, un torseur taux défini par sa résultante de son moment en un point ici au point O, tel que IS est égal à R fois le moment, ce n'est autre ce qu'on appelle l'invariance scalaire. Et pour définir le type de torseur, normalement si l'invariance scalaire est égale à 0 et R, ça veut dire la résultante ainsi que le moment sont égales au vecteur nul, on dit que dans ce cas-là, on est en présence d'un torseur nul. Si l'invariance scalaire elle est égale à 0, R elle est différente de 0 et le moment au point O elle est différente de 0, dans ce cas-là, on dit que le torseur c'est un couple. Donc, un couple, ce n'est autre qu'un torseur tel que il existe un point O où le moment est différent de 0. Ou bien sûr, R elle est égale à 0. Ce qui vérifie que ES est égal à 0. Deuxièmement, si ES est égal à 0 et la résultante est différente de 0 et par conséquent le moment il est égal à 0, dans ce cas-là, le torseur ce n'est autre qu'un glisseur avec la particularité puisque le moment au point O est égal à 0, c'est que le O il appartient à son axe central. On dit que l'axe central d'un glisseur c'est un axe de c'est un ensemble de points P, par exemple, tel que le champ ou le moment en ces points est nul. Et donc, un quatrième cas, si l'invariance scalaire est égale à 0 et R différente de 0, par contre, le moment il est différent de 0, donc on dit que le torseur c'est un glisseur, mais le point O n'appartient pas à l'axe central. Et si IS est différent de 0, dans ce cas-là, on est en présence d'un torseur quelconque. Ça veut dire ni glisseur, ni couple. Ça, c'était un petit résumé. Je pense qu'on vous a déjà appris ça en cours. Donc, je vais commencer par répondre à l'exercice 1, dans lequel on vous propose qu'on considère le point P dans les coordonnées dans un repère orthonormé sans x, y, z. Et on considère le champ de vecteur HP défini par ces coordonnées, où x0, y0, alpha, bêta et gamma sont des constantes. On vous demande de montrer que le champ HP est équiprojectif et puis dans un deuxième temps de déterminer les coordonnées vectorielles de torseur au point de réduction petit a de coordonnées x0, y0 et z elle est égale à 0. Et donc, pour répondre à la première question, pour vérifier que le champ de vecteur HP est équiprojectif, il suffit de vérifier que pour deux points P1 et P2, c'est que le vecteur P1, P2 scalaire HP1 est égal à P1, P2 scalaire le vecteur HP2. Et par conséquent, il suffit de vérifier que P1, P2 il est égal à scalaire
HP2 moins HP1, il est égal à 0. Enfin, on définit le point P1 de coordonnées X1, Y1, Z1, le point P2 de coordonnées X2, Y2, Z2, et par conséquent P1, P2, elle sera de coordonnées X2 moins X1, Y1 moins Y2 moins Y1, Z2 moins Z1. Et puis je vais travailler avec les coordonnées X, Y, Z. Question de simplifier le raisonnement. Et tel que petit x, ce n'est autre que x2 moins x1, y, c'est y2 moins y1 et z, c'est z2 moins z1 en fait. Et donc, on va calculer le hp2 moins hp1 et je peux montrer qu'elle est de cette forme-là, moins alpha y cosinus bêta moins alpha z sinus bêta suivant x, alpha x cosinus bêta suivant y et alpha x sinus bêta suivant z. Et donc en multipliant par P1, P2, j'aurai cette somme-là, dans laquelle je peux simplifier le premier terme avec le troisième et le deuxième avec le quatrième. Ça veut dire je montre que P1, P2 scalaire HP2 moins HP1, elle est égale à 0 et par conséquent, le vecteur P1, P2 scalaire HP1, elle est égale à P1, P2 scalaire HP2. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Ça veut dire que le champ HP est équiprojectif. Cette notation-là, ça veut dire quand j'écris P1, P2 scalaire HP1, elle est égale à P1, P2 scalaire HP2. Ça veut dire que la projection de moment HP1 sur la droite de vecteur directeur P1, P2, elle est la même que la projection de HP2 sur la droite de vecteur directeur P1, P2. Ça, on l'a déjà rappelé que le produit scalaire normalement de deux vecteurs, ce n'est autre que la projection de l'un sur la projection de l'autre. Et donc, on a bien montré que HP, il est équiprojectif. Dans un deuxième temps, on vous demande de déterminer les coordonnées vectorielles de torseur au point de réduction A, de coordonnées x0, y0, y0, z. Les coordonnées vectorielles, ce n'est autre que la résultante et le moment au point A. D'accord? Ce n'est autre que la résultante et le moment au point A. Et donc, déterminons ces coordonnées. Et puisque le champ HP est équiprojectif, ça veut dire qu'il existe, il est antisymétrique. Et s'il est antisymétrique, ça veut dire qu'il existe un R. Tel quel que soit P1, P2 appartenant à l'espace affine, j'ai la relation HP2 est égal à HP1 plus P2, P1 vectoriel R. Que je peux écrire encore, elle est égale à HP1 plus R vectoriel P1, P2. D'accord? Ça veut dire que dans ce cas-là, que HP2 moins HP1, elle est égale à P2, P1 vectoriel R, qui est égal à R vectoriel P1, P2. On pose R, elle est égale à R1, R2, R3, et puis j'explicite ce terme-là. Normalement, R1, R2, R3, vectoriel X, Y, Z, que j'obtiens cette formule-là. Or, HP2 moins HP1, elle est égale aussi à ça. Ça veut dire, ce premier terme suivant X, il sera égal à celui-là, et le deuxième, ainsi de suite. Ça veut dire, je peux en déduire que R2, elle est égale à moins alpha, elle est égale à moins alpha sinus bêta. Le R3, c'est une autre que moins alpha x cosinus bêta. Comme je peux en déduire ici que R1, elle est égale à 0, et puis que le R2, il est égal à moins alpha sinus bêta. Pourquoi? Parce que si j'ai deux polynômes ax plus by plus cz est égal à a'x plus b'y plus c'z, quel que soit x, y, z, si j'ai l'égalité, ça veut dire j'ai l'égalité des coefficients tout simplement. Et par conséquent, j'en déduis que R1 il sera égal à 0, R2 il sera égal à moins alpha sinus bêta, R3 il sera égal à alpha cosinus bêta. Et par conséquent, la valeur de R et le HA, normalement, on trouve c'est 0, 0, gamma cosinus bêta. Il suffit de prendre le HP et de remplacer X par X0, Y par Y0 et Z par 0. On trouve cette formule-là. Et par conséquent, les coordonnées vectorielles
OA de torseur, ce n'est autre que sa résultante R définie par cette relation-là et son moment au point A défini par 0, 0, gamma sur cosinus bêta. Donc j'ai défini les coordonnées vectorielles au d'un point de notre torseur. Par contre, deuxième exercice, on vous propose soit un cube A, B, C, D, A', B', C', D' d'arrêt A. Déterminer les éléments de réduction de torseur taux constitués des vecteurs AB, B', C' et D', D. Ces trois vecteurs, normalement, c'est ce qu'on appelle des vecteurs liés, puisque l'origine il est connue. Et par conséquent, à chaque vecteur lié, je peux déterminer un torseur. Donc, le torseur taux, c'est une autre que T1 associé au vecteur AB, T2 associé au vecteur B', C' et T3 associé au vecteur D', D. D'accord? Et donc, normalement, je peux écrire ça. Sachant que le taux 1 au point C, c'est une autre que R1, ça veut dire c'est le vecteur AB, le moment 1 au point C, et le moment 1 au point C, c'est une autre que le moment de vecteur AB, c'est une autre que le moment au point C de vecteur AB. Ça veut dire c'est une autre que CA vectoriel R1. Je peux faire la même chose ici pour le T2 point C, donc c'est R2, ça veut dire B', C', et le moment c'est une autre que CB vectoriel R2, ça veut dire le moment 2 au point C, c'est une autre que le moment au point C de vecteur B', C, et donc c'est CB vectoriel R2. D'accord? Et puis pareil, donc j'en détermine ces vecteurs-là, et par conséquent R elle est égale à AB plus B', C plus D', C est égal à moins AX, moins AY, moins AZ. Et le R, normalement, c'est une autre que moins A dans le repère orthonormé en question. Et il s'identifie à moins CA. CA, normalement, il est dans ce sens-là, le CA' plutôt. CA', ça veut dire dans ce sens. Et par conséquent, donc, je détermine, enfin on vient de déterminer la résultante, reste à déterminer le moment au point C. Donc le moment au point C total, c'est une autre que le moment au point C de AB, plus le moment au point C de B', C, plus le moment au point C de CD'. Ça veut dire il suffit de remplacer, d'expliciter les choses. Enfin on trouve il est égal à A carré, A carré, A carré. Une petite remarque ici, on voit que le moment au point C il est collinaire à la résultante et dans le sens opposé, elle est égale à moins A R. Elle est égale à moins A R. Ça nous rappelle la définition de l'axe central qui n'est autre que l'ensemble de points P, tel que le moment au point P elle est égale à KR et K, ça reste un réel. On dit qu'il est collinaire avec R, avec la résultante de votre torseur. Après, on vous demande de déterminer l'axe central de torseur taux. Je vous rappelle ce qu'on appelle axe central delta d'un torseur de résultante R de moment au point O, noté de cette manière-là, tel que R est différent de 0, parce que quand il s'agit d'un couple, on dit qu'il n'y a pas d'axe central, mais il y a une direction privilégiée. Donc pour le couple, on ne cherche pas l'axe central, il n'existe pas. Donc, le delta, c'est autre que l'ensemble de points P de l'espace affine, tel que le moment au point P, elle est égale à KR. Autrement dit, c'est que le moment au point P vectoriel R, elle est égale à 0. Ça veut dire que je sais que le produit vectoriel de deux vecteurs, lorsqu'il est égal au vecteur nu, c'est qu'ils sont collinaires, tout simplement. Ça veut dire qu'ils sont parallèles. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de l'axe central. Et par conséquent, donc, pour déterminer l'axe central, d'abord, on constate, j'ai fait la remarque tout à l'heure, que le moment au point C il est égal à moins AR. Ça veut dire que dans ce cas-là, le C, elle appartient à l'axe central. Et comme R, elle est égale à moins CA, ça veut dire que CA', ça veut dire que le moment au point C, il est parallèle à CA'. Autrement dit que l'axe central, il passe par C et par A'. Et donc,
l'axe central delta et du vecteur directeur CA'. Et puisque tout ça, puisque le moment point C et le vecteur directeur de delta, alors les deux points, enfin le delta il passe par les deux points, tout simplement C et A'. Donc il s'agit d'une droite de vecteur directeur CA'. La troisième question, on vous demande de calculer le moment au centre de cube, ça veut dire au point O. D'accord? Et dans ce cas-là, le moment au point O, avec la définition de l'équiprojectivité qui est équivalente à l'antisymétrique, à la propriété d'antisymétrique. Donc, normalement, le point O, c'est le moment au point O, ce n'est autre que le moment au point C plus OC vectoriel R. Et comme le O, enfin le delta, l'axe central, on a dit, c'est une droite de vecteur directeur CA'. Et le CA', normalement, il passe par O. Ça veut dire que dans ce cas-là, le O, il appartient à l'axe central. Et s'il appartient à l'axe central, ça veut dire qu'il est collinéaire à R. Et par conséquent, le OC vectoriel R, elle est égale à 0, puisque OC, il est parallèle à R aussi. D'accord? Et par conséquent, on montre que le moment au point O, il est égal au moment au point C, qui n'est autre que A carré, A carré, A carré. Ça veut dire que ce n'est autre que moins A R. Tout simplement. D'accord? Pourquoi? Parce que le O et le C sont deux points de l'axe central. Et je sais, lorsque le point il appartient à l'axe central, son moment, elle est égale, normalement, enfin le OC vectoriel R, elle est égale à 0. La quatrième question, c'est qu'on vous demande de calculer le taux moment de torseur taux. Un petit rappel, ce qu'on appelle le taux moment de deux torseurs, ce n'est autre que le produit scalaire de deux torseurs identiques. Et on montre qu'il est égal à 2 fois l'invariante scalaire. Et le taux moment, la quantité, le taux moment, il est indépendant du choix de points. Ça veut dire, on peut montrer que 2 fois ES au point P, il est égal à 2 fois ES au point Q. Il est indépendant du point choisi en fait. Et par conséquent, normalement, le taux moment de torseur taux C, ce n'est autre que 2 fois R fois le moment au point C. Ça veut dire, dans ce cas-là, par définition d'un torseur, c'est la quantité. Donc, au point P, c'est 2 fois R le moment au point P, et ceci, quel que soit P. Ça veut dire qu'il est indépendant du choix de P, et par conséquent, comme je connais les éléments de réduction de torseur taux au point C, je vais utiliser cette donnée. Donc, c'est 2 fois R fois le moment au point C. Et R, on a montré, est égal à moins A, moins A, moins A. Et le moment au point C, c'est notre A carré, A carré, A carré. Ça veut dire, j'en déduis qu'il est égal à moins 6 A à la puissance 3. Autrement dit, la variance scalaire, elle est égale à 3, à moins 3 A à la puissance 3. On va voir le troisième exercice dans lequel on dit qu'on vous donne deux champs de vecteurs H1P et H2P de résultantes respectives R1 et R2. Ça veut dire dans ce cas-là que pour deux points P et Q, H1P est égal à H1Q plus R vectoriel QP et H2P est égal à H2Q plus R2 vectoriel QP. On considère la quantité scalaire définie par H12 qui est égale à R1 scalaire H2P plus R2 scalaire H1P. Et on vous demande de montrer que H12 ne dépend pas du point P. Le H12, ce n'est autre que ce qu'on appelle le comoment de deux vecteurs. Le comoment de deux vecteurs, ce n'est autre que le produit scalaire. Et le produit scalaire de deux vecteurs, ce n'est autre que la somme de la résultante du premier multipliée par le moment du deuxième, plus la résultante du deuxième multipliée par le moment du premier. Et donc, on va essayer de répondre à cette question. Enfin, je vous rappelle ici que le comoment, le produit scalaire de deux torseurs, normalement, c'est cette quantité-là.
Et puis, on l'appelle le taux moment lorsqu'il s'agit de même torseur. D'accord? Et on va montrer que ce produit scalaire, il est indépendant de point P choisi. En effet, normalement, le H12 est égal à le torseur H1 scalaire le torseur H2 qui est égal à R1 scalaire H2P plus R2 scalaire H1P. Et puis, je vais remplacer H2P en fonction de Q. C'est H2Q plus R2 vectoriel QP. Et pareil pour le H1P, je vais le remplacer par cette formule-là. En explicitant, j'aurai R1 H2Q plus R1 scalaire R2 vectoriel QP, ça c'est le produit mix, ça veut dire c'est le triplet R1 R2 QP. Et c'est pareil ici, R2 scalaire R1 vectoriel QP, c'est le produit mix R2 R1 QP. Et comme vous pouvez le constater, normalement le produit mix est invariant par permutation circulaire. Et si je change la position d'un vecteur, je dois multiplier par moins 1. Et donc, ce terme-là, ce n'est autre que moins ce terme-là. Ça veut dire la somme, il sera égal à 0. Et qu'est-ce qui va rester? Plus R2 H1Q. Ça veut dire, j'ai montré que R1 H2P plus R2 H1P, il est égal à R1 H2Q plus R2 H1Q. Et c'est ce qu'il faut démontrer. On dit que le produit scalaire de deux torseurs, elle est indépendant du point P choisi. La deuxième question, elle est composée de deux parties. On définit le champ H, vecteur, par sa valeur en P. Elle est égale à R1 vectoriel H de P moins R2 vectoriel H1P. Ça, c'est ce qu'on appelle le produit vectoriel de deux torseurs. Ça veut dire le vecteur H, ce n'est autre que le torseur H1 vectoriel, le torseur H2. Et on vous demande de montrer que H est équiprojectif dans un premier temps et dans un deuxième temps de déterminer normalement sa résultante. On va montrer que sa résultante ce n'est autre que R1 vectoriel R2. Et donc pour deux petits A, on définit le champ HP est égal à R1 vectoriel H2P moins R2 vectoriel H1P. Pour montrer que ce champ est équiprojectif, il suffit de montrer que pour deux points Q et P, que HPQP est égal à HQQP. Ça veut dire qu'il suffit de montrer que HP moins HQ scalaire QP est égal à 0. Sachant que H1P est égal à H1Q plus PQ vectoriel R1 que je vais poser, il est égal à H1Q plus R1 vectoriel QP. Et pareil pour H2, je vais travailler avec H2Q, il est plus R2 vectoriel QP. Et donc, on peut montrer, il suffit de remplacer, d'expliciter les choses. Arrivant à ce niveau-là, normalement, on montre que HP moins HQ, il est égal à QP scalaire R1, le tout scalaire R2, moins QP scalaire R2, le tout scalaire R1. Et si je pose A, il est égal à R1, B, il est égal à R2, et C, il est égal à QP, j'ai la formule de double produit vectoriel, ça veut dire A vectoriel, B vectoriel C. Donc le A, elle est égal à ça veut dire il sera égal à QP. Normalement, il est égal à QP vectoriel R2 vectoriel. Donc finalement, on montre que HP moins HQ, il est égal directement à QP vectoriel entre parenthèses R2 vectoriel R1 que je peux écrire HP moins HQ, il est égal à R1 vectoriel R2 vectoriel le tout vectoriel QP. Et par conséquent, donc, je peux avoir ça. Autrement dit, j'ai montré que HP HQ il est égal à HQ QP. De toutes les manières. D'accord? Et donc, reste à déterminer la résultante. Donc, montrer que le champ H peut être représenté par un torseur dont on déterminera sa résultante R. Comme H est équiprojectif, donc je peux l'associer à un torseur. Donc, il y aura comme résultante R et comme moment, on a un point P, par exemple, HP. Donc, on vient de montrer que HP moins HQ est égal à R1 vectoriel R2 vectoriel QP.
Ça veut dire que HP est égal à HQ plus R1 plus vectoriel R2 vectoriel QP. Autrement dit, la résultante, ce n'est autre que R1 vectoriel R2. Et donc, on peut associer à un torseur H d'éléments de réduction R qui est égal à R1 vectoriel R2 et HP. Normalement, ce n'est autre que H1 vectoriel R1 moins H2 vectoriel R2, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, le champ peut être représenté par un torseur dont la résultante R elle est égale à R1 vectoriel R2. La troisième question, c'est qu'on va considérer les trois torseurs taux 1 de résultante R1 et de moment H1, taux 2 de résultante R2 de moment H2, et taux 3, donc de résultante R qui est égale à R1 vectoriel R2 et de moment d'un point, ce n'est autre que R1 vectoriel H2P moins R2 vectoriel H1P. Et la question ici, c'est de calculer le comoment de taux 3 et taux 1. Ça veut dire le produit scalaire, tout simplement. Et donc, je sais que le comoment il est indépendant du point choisi, donc je vais le calculer au point P. Ça veut dire R HP multiplié par R1 H1P. Autrement dit, je peux montrer ce n'est autre que la résultante de premier multiplié par le moment de deuxième plus la résultante de deuxième multiplié par le moment de premier. Sachant que R ici, ce n'est autre que R1 vectoriel R2 et HP, normalement par définition, c'est le produit vectoriel de H1 et H2. Et H2, il est égal à R1 vectoriel H2 moins R2 vectoriel H1. Donc en explicitant ici, en remplaçant R par sa valeur et HP par sa valeur, je constate ici que j'ai H1P scalaire R1 vectoriel R2 qui n'est autre que le produit mix, ça veut dire le triplet H1P R1 R2. Là j'ai R1 scalaire R1 vectoriel H2, ce n'est autre que le produit mix de R1 R1 H2P et comme deux vecteurs parmi 300 identiques, leur produit mix il doit être égal à 0. Et le troisième, ce n'est autre que moins R1 R2 H1P, tout simplement. Et donc, ceci, on peut montrer que cette somme-là, elle est égale à 0. Pourquoi? Parce que R1, R2, H1P, il suffit que je sais que le produit mixte est invariant par permutation circulaire. Il est invariant par permutation circulaire. Donc, ce premier terme-là, je peux l'écrire comme étant R2, H1, R1. Et puis, une deuxième fois, R1, R2, H1P moins R1, R2, H1P. Donc, elle est égale à 0. Et donc, le moment où le produit scalaire du torseur T3 et T1 est nul, ça veut dire que T3 est orthogonal au torseur 1, tout simplement. Normalement, on va faire la même chose, mais dans ce cas-là, T3 et T2. Et donc, là encore, j'applique la définition de commandement. Donc, R scalaire H2P plus R2 scalaire H1P, je remplace R par sa valeur et HP par sa valeur. On montre finalement, pareil que tout à l'heure, que le commandement de T3 et T2 au point P, il est égal à 0. Ça veut dire que T3 il est aussi perpendiculaire à T2. Normalement, un petit c, dans quel cas le torseur T3, ça sera un couple. Enfin, je vous rappelle que pour que le torseur soit un couple, il faut que IS doit être égal à 0, R égal à 0 et le moment au point O, il est différent de 0. Autrement dit, il faut que R égale à 0 et le moment au point P soit différent de 0, tout simplement. Et donc, le torseur 3 est un couple si seulement si sa résultante est égale à 0 et son moment au point P sera égal à 0. Or, le torseur T3 il est de résultante R et de moment le produit vectoriel de H1 avec H2.
Ça veut dire de moment HP qui est égal à R1 vectoriel H2 moins R2 vectoriel H1P. Et donc, pour que le taux 3 soit un couple, il faut que la résultante doit être égale à 0 et le moment différent de 0. Le moment différent de 0, ça veut dire que R1 vectoriel H2P doit être différent de R2 vectoriel H1P. Et puis R1 vectoriel R2 est égal à 0, ça veut dire que R1 égale à 0 ou R2 égale à 0 ou encore R1 parallèle à R2. R1 est égal à 0, ça veut dire que dans ce cas-là, si H1 0 est égal H1P est égal à 0, ça veut dire dans ce cas-là, je peux en déduire que le torseur T1, ça sera un couple. Si R2 est égal à 0 et H2P est différent de 0, dans ce cas-là, le T2 doit être, il faut qu'il soit considéré comme un couple. D'où les conditions pour que T3 soit un couple. La dernière question, à quelles conditions T3 doit être un glisseur? Normalement, un torseur est un glisseur si seulement si IS, son invariant scalaire, elle est égale à 0 et sa résultante elle est différente de 0. Et donc, le torseur T3, ça sera un glisseur si R elle est différente de 0. Et R il sera orthogonal à HP, ça veut dire que IS qui est égal à R fois HP doit être égal à 0. Sachant que grand R, ce n'est autre que R1 vectoriel R2 et doit être égal à 0, tout simplement. Et donc, R1 vectoriel R2 il est différent de 0, ça veut dire que le R1 doit être différent de 0 et R2 doit être différent de 0 et R1 n'est pas parallèle à R2. Et ça, le produit scalaire, elle est égal à 0. Ça veut dire que dans ce cas-là, le R, elle est orthogonal à HP, ou encore le HP, elle est égal à vecteur nul. Et s'il est égal à vecteur nul, ça veut dire que le point P, elle appartient à l'axe central de glisseur. Tout simplement. T3. Enfin, le dernier exercice, il s'agit de l'exercice 4, dans lequel on vous dit que dans un repère orthonormé O, X, Y, Z, on définit les vecteurs OA de coordonnées normalement 4, moins 1, moins 2, V de coordonnées moins 2, plus 1, moins 2, R lambda de coordonnées lambda moins 3, lambda de lambda, et taux de lambda, lambda moins 5, enfin 0, lambda moins 5, 3, lambda moins 5. Et on considère deux torseurs. D'abord le glisseur G, dont l'axe passe par A et dont le vecteur est V, ça veut dire le glisseur G au point A. Signe autre, il a comme résultante générale V et comme moment au point A, il sera égal à 0 puisque A appartient à son axe central. Le torseur tau lambda dans le vecteur R lambda et dans le moment au point O, et c'est tau lambda O. La première question, c'est de déterminer normalement les coordonnées vectorielles en O de glisseur G. Pour cela, normalement, on pose que le glisseur au point G, c'est le rapport résultante R qui n'est autre que V, et le moment au point O de G que je peux calculer. Je peux le calculer en fonction de A, puisque je sais que l'axe central de glisseur il passe par A, ça veut dire que GA est égal à 0. Et par conséquent, GO elle est égale à GA plus V vectoriel AO, la résultante de votre torseur. Et en explicitant, on montre que le glisseur au point O, il aura comme résultante générale moins 2x, ça veut dire V qui est égal à moins 2x plus Y plus 2Z. Et comme moment au point O, qu'on a explicité en fonction de moment au point A, il est égal à moins 4Y plus 2Z. Petit b, montrer qu'il existe une valeur lambda 0 de lambda pour laquelle les torseurs tau lambda et G sont égaux. Ça veut dire, on va poser que le torseur tau lambda de résultante R lambda et de moment en un point et sera égal à tau lambda et sera égal au glisseur qu'on vient de calculer, et on l'a calculé normalement au point O.
Et donc, pour déterminer lambda 0 de lambda, pour cela, on pose taux lambda 0 est égal à G. Mais je connais le glisseur au point O, c'est pour cela que je vais le calculer au point O. Donc, R lambda 0, taux de lambda 0 au point O est égal à VG de 0. Ça veut dire que R lambda 0, elle est égale à V, et taux lambda 0, il est égal à G0. Or, R lambda 0, donc je remplace lambda par lambda 0, il sera égal à ça, il sera égal à ce vecteur-là. Et puis le taux lambda 0, donc je remplace lambda par lambda 0 dans cette expression, il sera égal au moment de glisseur au point O qu'on vient de déterminer dans la question petit a est égal à moins 4y plus 2z. Et donc ça veut dire, j'en déduis que lambda 0 moins 3 est égal à moins 2, ça veut dire que lambda 0 il est égal à 1. Là encore, j'en déduis que lambda 0 il est égal à 1. Pareil, ça veut dire dans ce cas-là, pour que j'aurai l'égalité entre le glisseur et le torseur taux lambda, il faut que lambda prenne la valeur lambda 0 qui est égale à 1. Donc, l'avant-dernière question peut ici montrer qu'il existe une valeur lambda 1 de lambda distinct de lambda 0, ça veut dire différent de 1, pour laquelle le torseur taux lambda 1 soit un glisseur. Et donc, pour que le torseur taux lambda 1 soit un glisseur, il faut que l'invariance scalaire d'abord doit être égale à 0 et R1 doit être différente de 0. Et donc, à partir de taux lambda ici, je remplace lambda par lambda 1 que je multiplie par R lambda 1. Donc lambda 1 aussi, ça veut dire j'aurai lambda 1 0, lambda 1 moins 3, lambda 1 de lambda multiplié scalaire 0, lambda 1 moins 5, 3, lambda 1 moins 1. Et si j'explicite ça, j'aurai 7 lambda 1, facteur de lambda 1 moins 1 est égal à 0. Ça veut dire que dans ce cas-là, lambda 1 est égal à 0 ou lambda 1 il est égal à 1. Et comme lambda 1 doit être différent de lambda 0, dans ce cas-là, le lambda 1 il va prendre que la valeur 0, puisque lambda 1 il est différent de 1. Et donc, si je remplace ici, ça veut dire R lambda 1 il est égal à R0, donc il sera égal à moins 3x, qui est différent de 0. Et taux lambda 1 au point O, c'est taux de 0, on va expliciter qu'il sera égal à moins 5y plus z en fait. Et donc le taux de lambda 1, ça veut dire le taux 0 au point O, c'est entre moins 3x, moins 5y, moins z. La dernière question, effectuer la décomposition centrale de taux de lambda pour lambda, elle est égale à 2. Je rappelle qu'un torseur peut être décomposé en la somme d'un glisseur et d'un couple, de cette manière-là, mais cette décomposition n'est pas unique, il dépend du choix de point P. Et par conséquent, CP est un point de l'axe central, donc le torseur il aura comme résultante R et comme moment ce n'est autre que l'invariante vectorielle. Et par conséquent, je peux le décomposer en un glisseur de résultante R et comme P appartenant à l'axe central, ça veut dire son moment il doit être égal à 0. Et en un couple, ça veut dire que sa résultante doit être égale à 0 et son moment ce n'est autre que l'invariant vectoriel puisque P appartient à l'axe central. On parle dans ce cas-là d'une décomposition canonique de torseur. Un troisième cas qui se présente et c'est celui qu'on va traiter dans ce cas-là. Ça veut dire, je vous rappelle l'invariante vectorielle, ce n'est autre que l'invariante scalaire sur le module de la résultante au carré, scalaire le R en fait. D'accord? Et donc, pour effectuer la décomposition de ce torseur T2, j'explicite ça à partir de cette relation-là, ça veut dire je remplace lambda par égal à 2. Et pour déterminer la décomposition, on doit calculer l'invariant vectoriel I2 pour déterminer le couple d'abord. Et l'invariant vectoriel, ce n'est autre que l'invariant scalaire, ça veut dire R2 taux 2 au point P, scalaire R2 sur la norme au carré. Et par conséquent, je peux en déduire qu'elle est égale à 2 tiers R2. Ça veut dire le I2, ce n'est autre que 2 tiers ce terme-là. Moins 2 tiers X plus 4 tiers Y plus 8 tiers Z. Donc la décomposition centrale de torseur, ça sera un couple plus un glisseur.
Mais un couple dont la résultante est nulle et dont le moment ce n'est autre que l'invariant vectoriel. Et par conséquent, il suffit que je détermine le glisseur. Donc le glisseur sera déterminé par le torseur au point O, taux 2, moins le couple. Ça veut dire c'est la résultante de torseur, le moment, moins 0 sur I2. Et par conséquent, j'aurai le glisseur, il aura comme résultante la résultante de torseur taux 2. Et comme moment, ce n'est autre que le moment de torseur taux 2 moins l'invariante vectorielle. Et comme vous pouvez le constater, comme il s'agit d'un glisseur, ça veut dire que l'invariante scalaire doit être égale à 0. Si vous multipliez ce terme-là par ce terme-là, vous allez trouver elle est égale à 0. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Donc c'était le professeur Abdallah Zouk avec vous en ligne.